Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Retail Squad. Retail Squad, le podcast dédié aux personnalités qui font le retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Pour ce nouvel épisode, le premier de l'année 2025, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme de Sanfulgencio, en charge de la communication et de la stratégie de marque chez Hyundai. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous consacrer du temps pour nous parler de l'industrie automobile et de ses enjeux dans les prochaines années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours, d'où tu viens et comment tu es arrivé chez Hyundai aujourd'hui? J'ai la chance de travailler dans un secteur d'activité qui me passionne depuis tout petit. Comme bon nombre d'enfants, j'ai joué avec des petites voitures dans mon plus jeune âge et puis ça a grandi en passion au fil des années avec l'opportunité de faire mon stage de fin d'études chez Renault au siège à Boulogne où j'avais des missions d'études de marché sur des marchés assez exotiques qui étaient l'Iran et la Thaïlande. Et c'est le moment où Renault cherchait à construire un bureau pour gérer la région Asie-Pacifique basée à Singapour. Et ayant travaillé sur le marché thaïlandais, on m'a proposé de partir là-bas. Donc j'ai rejoint cette aventure pendant 2 ans que j'ai passé à Singapour, à travailler sur des sujets passionnants pour un jeune fraîchement sorti d'école, et notamment sur les synergies d'une possible alliance entre Renault et Nissan, qui a abouti à l'alliance qu'on connaît. Et de retour en France, j'ai rebondi chez General Motors. J'ai passé quasiment 16 ans, 8 ans chez Opel, 8 ans chez Chevrolet, sur des fonctions très diverses là aussi. J'ai eu la chance d'évoluer dans des métiers très différents qui me donnent un bon tour d'horizon du secteur, en ayant commencé comme assistant chef de produit sur les produits de volume de l'époque chez Opel qui était le Zafira. Et puis ensuite, l'opportunité de rejoindre un monde qui m'était complètement inconnu, mais que j'ai appris à découvrir et à aimer, qui est la logistique, et qui, au-delà de transporter les véhicules d'un point A à un point B, englobe aussi toutes les transformations qu'on peut faire sur un parc, les préparations des véhicules, les transformations des véhicules utilitaires, préparer les véhicules pour les salons comme le salon de l'auto à Paris par exemple. Donc de très belles expériences et des rencontres humaines assez enrichissantes. Et puis ensuite, j'ai rejoint les équipes terrain-vente parce que je suis vraiment persuadé que dans l'automobile, comme dans beaucoup de secteurs, passer par le terrain, voir comment fonctionnent nos réseaux, c'est important aussi pour comprendre ce chaînon important entre la tête de pont qui est le constructeur et le client final avec lequel le réseau interagit au quotidien, de comprendre quels sont leurs modes de fonctionnement. Et définitivement, on fait pas nos métiers de la même façon avant ou après l'expérience terrain. Donc j'ai accompagné le réseau d'Île-de-France d'Opel pendant 3 années, avant de traverser le parking qui séparait les équipes Opel de Chevrolet et de rejoindre l'aventure Chevrolet qui démarrait en France comme chef de gamme pour la marque. C'est le même groupe? C'est le même groupe, avec des équipes qui étaient à l'époque complètement différentes, complètement séparées, où on partageait finalement assez peu d'éléments, si ce n'est des éléments de prévision de marché. Et donc j'ai accompagné la croissance de la marque, lancé de très nombreux modèles en l'espace de 3 ans. Je crois qu'on a lancé 11 modèles en 3 ans, ce qui est assez inédit sur le marché automobile. Avant de prendre la tête des équipes marketing sur un périmètre France et Benelux, où j'avais en charge la partie produit et la partie communication, avec des équipes basées à Paris, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc je partageais mes semaines entre ces 3 bureaux pour piloter les équipes, arriver à coordonner les énergies et se rendre compte que finalement, quel que soit le pays, les enjeux sont à peu près les mêmes et finalement les différences culturelles ou de consommation sont assez fines. Donc on arrive très vite à trouver des voies de passage, des chemins d'entente pour arriver à faire travailler tout le monde d'un commun accord. Jusqu'au jour où General Motors a décidé de supprimer la ligne Excel Europe du fichier et donc j'ai dû gérer la fermeture de la marque Chevrolet en France avec quelques-uns de mes anciens camarades. Chose pas facile parce qu'il n'y a pas de bench en la matière, de savoir comment on arrête une activité d'un constructeur automobile en Europe qui fonctionnait en termes de volume, en tout cas sur le marché français. Les précédents, c'était les Talbot ou Rover qui avaient arrêté leurs activités de nombreuses années auparavant, mais qui avaient plus de difficultés en termes de volume. Là, une marque qui fonctionnait et qui s'arrêtait, c'était assez inédit. Donc, il fallait trouver là aussi les bonnes façons de faire pour détricoter ce qu'on avait plaisir à construire avec le réseau. Et c'était lié à la marque, au modèle, ou tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà pléthore de marques sur le marché, qu'une de plus, ça saturait. Beaucoup d'éléments ont dû être pris en considération, dont sans doute aussi les enjeux de CO2 qui arrivaient les années suivantes et de savoir comment est-ce que le groupe et la marque Chevrolet en particulier avaient ou pas les bons éléments de réponse à ce type d'enjeux technologiques. Donc voilà, décision a été prise. Il y avait plein d'autres éléments qui ont dû être pris en considération dans cette prise de décision. Et donc une fois que j'ai fini cette mission sur la marque Chevrolet, j'ai rejoint les équipes Hyundai pour une nouvelle aventure où j'ai géré pendant 7 ans l'équipe développement réseau de la marque pour aller avec mon équipe sillonner le territoire, mailler notre beau pays d'un grand nombre de points de vente Hyundai, aller à la rencontre des investisseurs, cette relation de confiance qui est essentielle dans un environnement multimarque chez bon nombre d'entre eux.
pour qu'ils puissent grandir à nos côtés, ce qui a été le cas d'un grand nombre d'entre eux, et d'arriver aujourd'hui au maillage qu'on connaît, c'est-à-dire environ 200 points de vente qui représentent la marque sur le territoire français. Donc on couvre l'intégralité du panorama de notre belle géographie. Et puis il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai rejoint les équipes marketing chez Hyundai pour prendre en charge la partie communication et stratégie de marque, et donc avec un périmètre qui est à la fois toute la com nationale, la com locale avec le réseau, la partie site web, e-commerce et réseaux sociaux. Vaste sujet. Parfait. Alors aujourd'hui, tu es chez Hyundai depuis ces quelques années. Quels sont les changements que tu as pu observer dans le mode de fonctionnement de cette industrie de l'automobile, qui est une industrie qui pèse sur les différents pays dans lesquels elle se trouve, avec des enjeux forts, y compris environnementaux. Donc, qu'est-ce qui, depuis 5 ans, a réellement changé ou est en train de changer? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Effectivement, c'est une industrie qui peut paraître assez ancienne, et c'est le cas. C'est lourde, puisqu'on produit des produits qui prennent du temps à développer et à mettre sur chaîne. Et pour autant, ça demande beaucoup d'agilité, à la fois pour s'adapter aux contraintes environnementales et aux nécessaires efforts qui nous sont demandés à tous pour réduire notre empreinte carbone. Et donc nous, ça passe notamment par tout un tas de nouvelles technologies qu'on peut proposer sur nos véhicules, que ce soit de l'hybridation, des hybrides rechargeables et surtout des électriques. Mais ça demande aussi beaucoup d'adaptation dans les changements de consommation de nos clients, la façon de les approcher, leur façon à eux de venir à nous, et de plus en plus au travers du digital, et donc d'arriver à amener la mesure nécessaire dans toutes nos actions pour pouvoir trouver les clients au bon endroit, au bon moment, pouvoir leur amener le bon message pour les diriger vers nos points de vente, puisque aujourd'hui encore, 98% de nos clients passent par un point de vente Hyundai pour acheter leur véhicule. Et justement, est-ce que les attentes des clients ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui, un client d'une marque automobile est le même qu'il y a 10 ou 15 ans? Est-ce qu'il recherche les mêmes choses? Alors il évolue petit à petit, comme toute la société. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça reste un achat très très impliquant pour nos clients. Ça reste le deuxième achat du foyer après l'achat immobilier, et c'est un achat qui est impliquant financièrement, c'est une chose, mais aussi émotionnellement, et socialement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au déjeuner de famille le dimanche midi en disant j'ai acheté une Hyundai comme une autre marque. On dégage pas la même image de soi en fonction de la marque qu'on a retenue. Et dans le choix du véhicule, il y a évidemment le choix de la marque qui est essentiel, mais aussi le design. Et là, on a la chance d'avoir de très bons designers chez Hyundai. En tout cas, c'est des véhicules qui plaisent et qui sont bien dans l'air du temps. Ça, nous, on n'y est pas pour grand-chose, mais c'est un point essentiel, parce que le plaisir d'avoir un beau produit, un bel objet, ça reste essentiel. Et après, il y a des dimensions très classiques de sécurité, d'équipement du véhicule qui perdurent. Et effectivement, cette nouvelle notion d'éco-responsabilité qui arrive petit à petit, qui prend du poids dans le choix des véhicules des clients. Pas seulement dirigé par les bonus-malus auxquels on fait tous face, mais aussi par cette prise de conscience. Donc c'est là qu'une marque comme la nôtre, avec toutes les technologies qu'on peut offrir, donc je l'évoquais, de l'hybride au hybride rechargeable, l'électrique et même l'hydrogène, on arrive à avoir une solution qui s'adapte à chacun des besoins. Parce que parfois on peut avoir cette image que la préoccupation environnementale est peut-être liée à une CSP ou à un niveau de vie ou à un niveau d'éducation. Est-ce que c'est toujours réel, ou est-ce que je dois comprendre qu'aujourd'hui, un client qui rentre dans une concession, il veut un véhicule propre avant tout? Alors à prix équivalent, il choisira un véhicule propre. Mais la dimension économique, évidemment, elle reste importante, et ça reste un élément de choix majeur. On perçoit évidemment que nos véhicules plus vertueux sont aujourd'hui encore un petit peu plus chers que les véhicules thermiques précédents, parce que la technologie coûte davantage. Donc on a besoin de trouver cet équilibre aussi pour amener le véhicule au bon prix, pour qu'il puisse rentrer dans le choix des possibles de nos clients. Mais c'est vrai qu'après équivalent, le choix se fait vite sur un véhicule plus environnementalement adapté. En t'écoutant là sur ce point, tu as régulièrement utilisé le mot objet. Donc, est-ce qu'on doit en conclure qu'aujourd'hui, une voiture, c'est avant tout un objet, qui plus est peut-être connecté, mais c'est un objet, avant même d'être un moyen de locomotion? C'est un objet connecté, c'est un objet de passion encore pour certains dont je fais partie. On prend du plaisir à voir l'objet et à l'utiliser. Ça reste aussi un objet de mobilité, évidemment. Pour aller d'un point A à un point B, pour bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui, ça reste le choix privilégié de déplacement au quotidien. Donc c'est un objet incontournable, et où qu'on soit sur le territoire, dès qu'on tourne la tête, on voit une voiture. Preuve que c'est un élément de notre quotidien, de notre environnement, mais dans lequel on passe beaucoup de temps aussi. Alors en particulier à Paris, dans les bouchons, mais pas que ce soit pour partir en vacances ou autre. On passe beaucoup de temps dans sa voiture, seul ou en famille, et donc c'est un objet dans lequel on a besoin d'être aussi bien installé, confortablement, de pouvoir profiter de toutes les technologies qui sont embarquées dans nos véhicules, de toute la partie infotainment aussi qui se développe de plus en plus, évidemment. Donc voilà, c'est un objet aux multiples facettes. Je pense qu'on est à peu près de la même génération, tous les deux. Moi, je me souviens, quand j'ai discuté avec des passionnés d'automobile, certes, il y avait le design, la forme, mais on parlait surtout moteur.
puissance, bruit, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça, finalement, ça n'existe plus sur des véhicules, entre guillemets, modernes, et qui plus est électriques. On se passionne pourquoi, finalement, demain, quand on achète une voiture full électrique? Alors effectivement, oui et non. Le plaisir de conduire une électrique, pour tous ceux qui ont eu la chance d'en essayer une, c'est vrai que énormément de plaisir au volant électrique. Le fait d'avoir un couple immédiat, donc une capacité à accélérer immédiate au volant d'une électrique, qui rend la voiture beaucoup plus sportive et nerveuse qu'une voiture thermique équivalente. Donc le plaisir de conduire, il reste là. Ça change pas. Par contre, c'est vrai que rouler en silence, c'est ce qui est complètement différent. Mais c'est plus le même plaisir d'essence. Il y a d'autres... Le plaisir est différent. Après, on a des véhicules un peu plus particuliers et plus extrêmes, comme par exemple Ioniq 5N, qui est une voiture électrique sportive, et dans laquelle on peut activer de nouveau un bruit moteur. Et donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, retrouver les sensations d'une voiture sportive essence, tout en roulant en électrique. Et donc, c'est assez bluffant d'avoir cette sonorité qui revient à l'oreille sur une voiture électrique, et de retrouver une part de l'ancien monde avec le nouveau monde électrique. Donc en fait, au final, ce qui a disparu, c'est les traces de quand ça lit plus les mains quand on ouvre le capot d'une voiture électrique. Exactement, mais voilà, le but c'est de profiter de son véhicule au volant et pas sous le capot, évidemment. Alors, j'ai noté dans mes recherches une phrase, alors je sais pas si c'est une phrase de Hyundai, mais a priori ça avait l'air de l'être. Alors je vais le dire en français, hein. Chez Hyundai, ce qu'il se dit, c'est que on aime défier les conventions, enfin donc disrupter, je comprends ça comme ça, et mettre en œuvre des stratégies un peu ambitieuses en termes de responsabilisation, que ce soit environnementale, etc., etc. Est-ce que c'est ça l'ADN aujourd'hui de Hyundai? L'ADN de l'entreprise, c'est que tout va vite et qu'on est en adaptation permanente. C'est assez passionnant pour ça, quel que soit le sujet, avec toujours la préoccupation de mettre le client au centre de nos enjeux, que ce soit dans nos enjeux business et d'accompagner le client dans son choix de véhicule, parce que les clients sont un peu perdus aujourd'hui dans la technologie qui est la plus adaptée à leurs besoins. Donc c'est comment est-ce qu'on va les diriger, les aiguiller vers ce qui nous semble être la bonne réponse. Ça se fait à la fois au travers du site web, mais au travers également du réseau et du rôle ultra important des vendeurs aujourd'hui dans l'accompagnement du client, dans la recherche et la compréhension de ses besoins. Et puis c'est aussi l'accompagnement des clients dans son quotidien, dans son bien-être. On est notamment partenaire du running depuis quelques années, donc on va les accompagner dans leur remise en forme, dans leur prise de conscience de ce qui les entoure. Et c'est vrai que derrière, la technologie qui est embarquée dans nos véhicules contribue à ça et essayer d'améliorer un petit peu notre empreinte carbone au quotidien, au-delà de tout ce qu'on peut faire par ailleurs. C'est quand même incroyable parce que quand on est simple consommateur, on n'a pas idée des questions que vous pouvez vous poser de côté marque quand vous réfléchissez à l'avenir de l'automobile. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu vois d'un œil plutôt positif les initiatives qui consistent à prendre en charge un peu l'ensemble de la mobilité d'une personne? Puisqu'on peut voir aujourd'hui certaines marques, par exemple, faire des vélos, des trottinettes électriques. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te paraît dans l'air du temps et qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir? Alors oui, toutes les mobilités sont importantes et il n'y a pas une seule solution de mobilité unique. Donc la multimodalité va être essentielle demain. L'automobile restera un des axes essentiels et sans doute prépondérant encore pendant quelques années. Je ne vais pas préjuger de la suite. On verra comment tout cela évoluera, mais aujourd'hui, dans ce qu'on peut présager de ce que sera l'avenir de la mobilité, l'automobile reste un des éléments clés. Pour autant, le groupe intègre au sein de notre structure beaucoup d'autres éléments, que ce soit des voitures volantes pour demain, et demain c'est dans quelques années et pas si loin que ça, que ce soit Boston Dynamics qui fait partie du groupe également avec ses différents humanoïdes ou robots. Donc le groupe se prépare à toutes les possibilités, toutes les évolutions pour ne pas s'enfermer dans une technologie, une vision, mais voilà, continuer d'essayer de s'adapter au mieux aux besoins de nos clients. Ça veut dire que demain, on pourrait imaginer, quand on allait acheter une voiture, enfin, ou la louer, enfin, peu importe le modèle économique qui sera là, à ce moment-là, et avec dedans un humanoïde. Je sais pas si on ira jusque-là. Pour le conduire à notre place et avoir un peu son propre chauffeur. Alors, nos voitures se permettent déjà beaucoup de choses de façon autonome. La réglementation ne permet pas de tout faire non plus aujourd'hui. Mais voilà, nos voitures dès aujourd'hui permettent de suivre les lignes sur l'autoroute, de garder la vitesse, de s'adapter à la vitesse du véhicule qui précède. Donc, on arrive à avoir un degré d'autonomie des véhicules sans humanoïde qui est déjà bien avancé. Et ça, c'est dès aujourd'hui. Après, voilà, la réglementation oblige le conducteur à rester maître de son véhicule encore à ce jour. Donc, il est au volant de rester très attentif à ce qu'on fait, malgré tout. Et par rapport à ça, quels sont aujourd'hui les derniers enjeux de la voiture totalement autonome pour vous, constructeurs? Ils sont avant tout réglementaires, de savoir qui est responsable de quoi en cas de problème. D'assurance. C'est des questions d'assurance. Les constructeurs avancent tous sur ces solutions-là. Je pense que technologiquement, on n'est pas loin d'être prêt sur ces sujets. Après, c'est d'arriver
arriver à ce que le réglementaire puisse ouvrir la porte à ce type de solution. Mais d'un point de vue tech, on est plutôt bien paré sur le sujet. Donc on pourrait raisonnablement imaginer que même dans des villes comme Paris, qui sont des villes assez vieilles en architecture, avec des rues un peu alambiquées, ça tourne dans tous les sens, ça se croise, ça se décroise. Une voiture autonome pourrait demain arriver à s'y retrouver dans une ville comme Paris, par exemple. Il y a des expériences, alors pas dans Paris, mais par exemple Los Angeles, où en partenariat avec Waymo, on a des Ioniq électriques qui circulent en taxi autonome. Donc c'est des choses qui existent déjà. Mais oui, quadrille pas mal au niveau des routes, c'est quand même assez matriciel. Après, comment ça s'adapterait à une ville comme Paris, je ne saurais pas te dire aujourd'hui. En tout cas, la technologie évolue, elle évolue vite sur ces sujets-là, donc il manque pas grand-chose pour pouvoir y arriver. Et alors, tu parlais de voitures volantes, parce que là, effectivement, si on regarde un peu le côté innovation et ce qui est actuellement dans les tuyaux, la voiture volante fait partie des projets de R&D sur lesquels une marque comme Hyundai travaille. Sur lequel le groupe travaille, pas forcément pour le marché français à court terme, on verra là aussi les évolutions, mais en tout cas ça fait partie du champ des possibles, des choses que l'ensemble du groupe travaille. Nous on va se concentrer sur des technologies qu'on maîtrise et qui évoluent là aussi très vite, de véhicules électriques dont les autonomies vont grandissant, dont les temps de recharge se réduisent à chaque lancement de nouveaux modèles, donc là aussi ce sont des freins à l'adoption de l'électrique qu'on arrive à lever petit à petit pour nos clients. La capacité de recharge et de charge d'une batterie, il y a encore pas mal d'innovations à faire là-dessus. Oui, aujourd'hui, on arrive à avoir des véhicules qui ont une autonomie de plus de 600 km et qui se rechargent en moins de 20 minutes. Donc, on rentre dans le champ des possibles de beaucoup d'usages comparé à ce qui pouvait être fait il y a encore quelques années. Au final, aujourd'hui, si on devait comparer une voiture thermique avec une voiture électrique, qu'est-ce que la voiture électrique ne permet pas de faire par rapport à une voiture thermique? Bah, pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Aujourd'hui, elle permet de faire beaucoup de choses. Nous, tous nos commerciaux roulent en véhicule électrique depuis de nombreux mois et ils font pas 1000 km par mois. Ils sont des gros rouleurs et ça leur pose aucune difficulté. Et j'ai toujours en tête cette réflexion d'un client à qui on demandait combien de temps ça lui prenait pour recharger un véhicule et qui nous a répondu ça me prend 5 secondes le matin et 5 secondes le soir. C'est le temps que je branche et débranche ma voiture. Et en fait, il faut qu'on pense l'usage de notre voiture électrique comme un téléphone portable qu'on vient recharger une fois de temps en temps quand on en a besoin et qu'on va brancher le soir avant de se coucher et le matin quand on se lève, qu'on débranche. Ça prend pas plus de temps que ça. C'est finalement assez simple. Mais ça veut dire que on pourra malgré tout continuer à faire de longues distances? Parce qu'aujourd'hui, on entend un peu les mythes ou réalités. Je roule pas encore en véhicule full électrique, mais j'entends certains dire 20 minutes pour 600 km. Ok, mais quand on est sur une aire d'autoroute au moment des vacances d'été où il y a beaucoup de monde, ces 20 minutes-là, au final, s'ajoutent aux 20 minutes de celles et ceux qui sont avant vous. Et ben, ça finit par être 1h30, quoi. Alors, à ça, une réponse finalement assez simple, c'est que toutes les stations essence, on aurait pu appeler les stations essence aujourd'hui des autoroutes, sont toutes équipées de leur équivalent en borne de recharge. Donc il y a quasiment partout maintenant autant de stations de recharge que de stations essence sur les aires d'autoroute. Donc finalement la capacité de recharge elle est là. Et même dans les pics d'activité de recharge que seront les chassés croisés des vacances estivales, finalement j'ai pas souvenir c'était d'avoir entendu aucun journaliste revenir avec les gros titres en disant que il y avait eu des bouchons. Donc je me dis que c'est que ça a dû finalement pas si mal se passer. Quand bien même on devait prendre un quart d'heure de plus sur des périodes très particulières de chassés-croisés juilletistes et haussiens, comparé au temps qu'on économise à pas aller à la station faire le plein tous les 15 jours, puisqu'on on débranche à la maison ou au bureau. Finalement, tout cumulé sur une année, on a quand même économisé beaucoup de temps. Oui, puis en même temps, ce serait presque pas un gros mot que de dire que forcément ça va impliquer des changements de comportement aussi des usagers. Moi, j'ai par exemple remarqué que les personnes qui roulaient en véhicule électrique roulaient moins vite sur l'autoroute déjà, respectaient peut-être plus du coup les limitations de vitesse parce que sans doute après ça consomme plus aussi d'électricité en fonction de la vitesse. Comme ça consomme plus d'essence, la mécanique est la même, mais je pense que ce soit sur de l'hybride rechargeable ou de l'électrique, on se prend aussi au jeu d'aller chercher une consommation la plus basse possible, au-delà de l'envie d'augmenter son autonomie, mais il y a cette recherche aussi, cette prise de conscience de ce qu'on consomme, et donc d'aller essayer de réduire là aussi sa consommation au quotidien. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans le réseau, cette fois-ci de vente de Hyundai, et rentrer dans une concession? Là encore, quels vont être un peu les enjeux de demain? Alors sans dévoiler de secret, parce que c'est pas l'endroit, et puis si c'est secret, c'est secret. Mais comment la marque Hyundai envisage demain ces concessions? Est-ce que ça va vraiment devenir des endroits où on pourra vivre des expériences? Est-ce que ça va rester un peu sur les modèles qu'on connaît classiques?
de showroom simplement, etc. C'est tout l'enjeu des réseaux en fait. Les clients aujourd'hui visitent un ou deux showrooms avant de prendre leur décision d'achat. Et donc il faut qu'ils puissent trouver, quand ils arrivent dans la marque qu'ils ont choisie, la plus-value par rapport à l'expérience digitale qu'ils auront pu connaître en amont. Donc la partie digitale elle est essentielle pour amener les prospects jusqu'au point de vente Hyundai le plus proche. Et le parcours qu'on travaille avec les équipes sur le sujet, il est essentiel. Et ensuite il faut que le réseau et les vendeurs en premier lieu puissent amener cette plus-value aux clients dans la réponse à leurs questions, aux questions auxquelles ils n'auraient pas trouvé réponse par ailleurs, en amont dans leur phase de recherche, et notamment aujourd'hui dans leur choix de technologie. Il y a encore quelques années, c'est simple, on arrivait en point de vente, on disait, voilà, je veux tel modèle et un diesel. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, entre une hybride rechargeable, une électrique, quel est le bon produit qui correspond à mon usage, par rapport à mon lieu d'habitation, par rapport à mes habitudes de consommation, etc. Il y a quelques initiatives, je crois, chez d'autres constructeurs, c'est de la capacité de pouvoir acheter un véhicule en ligne, sans finalement même le voir. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui vont se généraliser? Alors c'est possible chez Hyundai aussi. On peut acheter soit un véhicule neuf, soit un véhicule d'occasion, avec un parcours 100% digital. On se rend compte qu'en fait ce parcours-là, il est utilisé par beaucoup de clients pour affiner leur configuration et leur mode de financement, et qu'encore aujourd'hui beaucoup basculent ensuite vers le réseau pour finaliser leur acte d'achat, parce qu'il reste très très impliquant socialement et financièrement. Mais pour autant, quelques-uns nous feront la confiance d'avoir un parcours 100% digital, et on y est prêt. Voilà. On suit cette évolution du marché, de cette demande qui est naissante encore, mais qu'on accompagne. Ouais, effectivement, ceux qui ont déjà eu à acheter une première fois le véhicule, peut-être qu'ensuite, quand ils renouvellent, sont plus enclins à aller le faire directement en ligne. On se rend compte aujourd'hui qu'on a à peu près à part égale des clients existants de la marque et des clients qui viennent d'autres univers qui achètent en ligne. Alors c'est pas des gros volumes encore aujourd'hui, mais voilà, on les accompagne dans ce parcours. Oui, parce qu'effectivement, ce que moi j'ai remarqué, alors que ce soit en ligne ou même dans certaines concessions, alors peut-être que toutes les marques ne le font pas, mais c'est cette capacité à se faire une configuration d'un véhicule complètement digitale, où on peut effectivement jouer sur toutes les différentes options, les couleurs, les jantes, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est aussi disponible dans les concessions. Chez Hyundai, on peut, je sais pas comment ça se passe, mais Ouais, tout à fait. Les forces de vente sont en capacité de montrer l'ensemble des configurations possibles à un client. Au-delà des véhicules qui sont présents dans les showrooms, de pouvoir montrer les configurations qui physiquement pourraient ne pas être là, afin que le client puisse faire son choix. Maintenant, reparlons de l'innovation, parce que c'est ce qui nous anime dans ce podcast Retail Squad. Alors, bon, j'imagine qu'il y en a un certain nombre des innovations incartables, mais comment tu vois les 2-3 prochaines années? Comment sera le véhicule dans 3-5 ans et comment seront les concessions dans 3-5 ans? C'est un vaste sujet. Question compliquée, parce que là aussi, les évolutions vont très vite, et il y a pas mal de choses qui sont dans les cartons dont je peux pas dévoiler tous les détails aujourd'hui, mais on va continuer sur ces avancées technologiques, on va continuer à faire évoluer nos véhicules en termes de design, qui reste l'élément prépondérant dans l'achat d'un véhicule neuf aujourd'hui. Donc il faut arriver à être dans l'air du temps sur l'ensemble des sujets et des attentes des clients, que ce soit sur la praticité des véhicules, sur la connectivité qu'ils peuvent proposer. On a tous 1, 2, voire 3 smartphones dans nos poches, et comment est-ce qu'ils communiquent avec notre véhicule, c'est un des éléments essentiels de demain. D'un point de vue expérientiel dans les showrooms, évidemment, les choses vont continuer à évoluer. On a besoin que cette expérience physique, qui prolonge une expérience, une recherche digitale pour la plupart des clients, puisse amener réponse à bon nombre de leurs questions et les éléments de réassurance que le client pourrait rechercher afin de prendre la bonne décision pour son achat ou pour sa location de véhicule, quelle que soit la forme d'acquisition du véhicule. Et en termes d'expérience en concession, je crois qu'il y a eu quelques initiatives là-dessus il y a quelques temps, mais je suis pas certain qu'ils aient été validées ensuite. On peut imaginer demain des expériences un peu immersives. On sait que toutes les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. commencent à se développer, et dans le retail et dans les concept stores qu'on peut voir chez certains. Je pense notamment au nouveau concept store d'IKEA où en fait ils arrivent à projeter la cuisine sur 4 murs de manière à ce que la personne puisse se rendre un peu compte. Est-ce qu'il y a aussi, de ton point de vue, dans l'automobile, des initiatives de ce type-là qui vont voir le jour où demain, soit directement de chez soi ou dans un endroit en particulier, on pourra se projeter dans le véhicule, dans son utilisation, sur la route, et en ressentir un peu des sensations? Alors on a effectivement des showroom tests qui permettent de montrer ce genre de choses. Il y en a quelques-uns notamment à Séoul, au siège, où on peut, au travers de casque de réalité virtuelle, se projeter dans un véhicule. Encore une fois, toute la
question qu'il se pose, c'est entre l'expérience digitale que j'ai à la maison tranquillement dans mon canapé et l'expérience physique que j'ai en showroom, qu'est-ce que je viens chercher physiquement dans le point de vente. Et souvent c'est de l'échange avec un conseiller commercial ou avec la partie atelier, c'est une question service, mais c'est aussi très concrètement, très physiquement de voir le véhicule, puisque pour bon nombre d'activations, la partie digitale à la maison permet de répondre à de nombreuses questions, et donc on vient chercher une expérience physique en concession. Et on se rend compte que les clients en concession jouent finalement assez peu avec les écrans, parce qu'ils viennent voir la voiture, s'asseoir à l'intérieur, l'essayer, se rendre compte s'ils sont à l'aise à l'intérieur, si elle correspond à leurs besoins, à l'image qui s'en était faite à distance. Et donc c'est cette expérience physique qu'ils viennent rechercher avant tout. Donc toi, ta vision, c'est que il reste malgré tout compliqué d'imaginer ne plus avoir de concession. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la demande des clients d'avoir un point de vente physique. Ouais. Donc, tant que cette demande existe, notre rôle, c'est d'y répondre et de continuer d'alimenter le réseau avec un maximum de leads pour pouvoir diriger les clients vers le réseau. Si demain, les choix des clients changent, on s'adaptera avec le réseau pour répondre à ces nouvelles préoccupations. Parce que j'ai le souvenir, comme tu es entre autres responsable de la stratégie de marque, j'ai le souvenir il y a quelques années d'avoir pu discuter avec une personne de chez LVMH, et qui m'expliquait que dans le luxe notamment, même si je pense que c'est valable pour tout type de biens, il était inenvisageable d'installer une marque de manière durable sans avoir un ancrage physique dans la cité, dans la ville. Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour une marque automobile? C'est-à-dire que une marque automobile qui ne se vendrait que en ligne aurait une durée de vie plus faible qu'une marque qui serait présente via des concessions ou autres? En tout cas, ça lisserait énormément les aspérités de la marque, de pas avoir d'expérience avec la marque en direct, d'expérience physique. Et donc après, c'est quelle plus-value on apporte si on est 100% digital. Je dis pas que demain, c'est pas une des façons dont certains constructeurs pourraient aborder le marché, mais en tout cas, aujourd'hui, la demande des clients de pouvoir interagir avec la marque, elle est à la fois de plus en plus digitalisée, et il faut qu'on puisse adresser ce point et répondre dans tout le parcours du client à ses questionnements ou à ses interactions avec la marque dans le cadre du cycle de vie de son véhicule, mais c'est aussi une demande d'interaction physique avec un point de vente et d'interaction avec la marque au quotidien. Très bien, Jérôme, je te remercie pour nous avoir consacré ces minutes précieuses. Avec plaisir. C'était très intéressant et je pense qu'on donne un éclairage un peu différent sur ce secteur de l'automobile qui, encore une fois, est un secteur qui pèse beaucoup et dans le quotidien des gens et dans les économies en général. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Retail Squad.